En 1979, à Manchester, le guitariste Bernard Sumner, le bassiste Peter Hook, le batteur Stephen Morris et le chanteur Ian Curtis fondent Joy Division. Le nom inspiré des divisions de la joie? Non, je ne dirai pas ce nom. Organisant l'exploitation sexuelle de détenus dans les camps de concentration par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est la fête. Nous sommes dans une musique totalement post-punk. On parlera d'ailleurs plus volontiers de Cold Wave en France. Dans tous les cas, nous sommes face à une musique froide, pleine de noirceur et clairement radicale. Et si... Ah, excusez-moi, mon téléphone sonne. Pardon, j'arrive. Oui, allô? Ah, salut Bernard! Oh oui, ça va, oui, super. Qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de regarder un documentaire sur les pingouins, c'est vachement intéressant. Comment ça, une émission sans toi? Attends, je vais pas faire une émission sans toi quand même. Ouais. Ta casquette. Non, je ne sais pas où elle est. Non, bah écoute, oui, si je la retrouve, oui, effectivement, je t'appelle et je te le dis. Mais oui, t'inquiète pas. Bon, écoute, c'est pas que tu me déranges, mais j'aimerais bien terminer mon documentaire là sur les phoques. Tu veux dire un phoque? Oui, un phoque. Tu voudrais que je t'aime comme un phoque? Oui. Comment ça, des pingouins? Oui, les pingouins, oui. Tu sais, les pingouins, les phoques, hein, ça vit un petit peu ensemble quand même. Mais non, je me fous pas de ta gueule. Mais non, je te promets que je suis pas en train de faire une émission sans toi. Je te rappelle, je te tiens au courant quand on tourne la prochaine vidéo, ok? Allez, des bisous, salut! Relou. Oh la vache. C'était moi une, hein. J'en étais où déjà? Ah oui, c'est vrai. Et si on remontait le temps? Sorti chez Factory Records en juin 1979 au Royaume-Uni et un peu plus tard en juillet 1980 aux États-Unis, Unknown Pressures est le tout premier album du groupe. Enregistré au Strawberry Studios à Stockport pendant 3 week-ends du 1er au 17 avril 1979 aux côtés du producteur Martin Hannett. Ce dernier va pouvoir mettre ses talents de technicien au service du groupe. En effet, nous sommes à une époque où le punk et sa musique directive et électrique ne laissent pas trop de place à l'utilisation d'effets sonores. Du coup, Hannett va se lâcher un tout petit peu, mais genre un peu beaucoup. Il va s'amuser et expérimenter pas mal de choses telles que l'utilisation de modulateurs Marshall, des échos, des retards numériques AMS 1580, des vrais bruits genre une bouteille qui se casse, quelqu'un qui mange des chips. On va manger des chips. T'entends? Des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Une guitare arrière, même des sons de toilette. Ah oui, le son de l'ascenseur du studio avec une cabine Leslie, un rotary. La voix de Ian Curtis est enregistrée sur une ligne téléphonique pour pouvoir atteindre la distance requise. C'est une aubaine pour le producteur qui s'amuse comme un enfant alors que le groupe, jeune, ignorant, 18 à tout. Ce disque, devenu culte et qui fait encore beaucoup parler de lui aujourd'hui, est aussi une œuvre hantée, soutenue par une rythmique très pesante. C'est d'ailleurs le seul album du vivant de Ian Curtis qui se suicidera en mai 1980 à l'âge de 23 ans. La basse est largement mise en avant dans le mixage et la batterie suit le pas à travers des rythmiques répétitives mais très efficaces et maîtrisées. Les guitares et la voix sont lointaines mais pleines d'émotions, particulièrement dans les paroles de Ian Curtis. Il se lâche complètement, en étalant en grand jour ses sentiments entre désespoir et passion. On retrouve 10 chansons, toutes uniques mais indissociables. Disorder, qui introduit l'album, montre bien que Curtis est déjà condamné. Newton Fades et sa longue partie instrumentale nous donneraient presque l'impression que Black Sabbath n'est pas loin jusqu'à l'arrivée de la voix torturée de Curtis.
She's Lost Control revient sur le mal qui ronge le frontman. En effet, il a été épileptique et ses crises n'ont fait qu'augmenter avec le succès et le stress qui l'accompagnait, bien évidemment. On peut noter aussi la formidable partie de guitare de Shadowplay ou bien encore la conclusion de ce formidable Hidden Pressures avec Remember Nothing. La chanson parle d'un couple, celui de Curtis et de sa femme, Deborah Woodruff, qui se disloquent, mariés pour de mauvaises raisons. T'as vu l'heure? Attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? Attends, mais je travaille. Attends, je travaille, tu pouvais pas m'appeler au téléphone ou je Attends, travaille? j'ai pas que ça à faire, j'étais en réunion. Bah oui, mais d'habitude tu rentres à midi, je te préviens, tu te démerdes, moi j'ai bouffé. Allez, je boufferai. Allez. La pochette de l'album est une maquette de Peter Saville, mais c'est Bernard Sumner, le guitariste du groupe, qui l'a choisi. En effet, Sumner trouve une image d'onde radio dans un ouvrage de données scientifiques datant de 1970, The Cambridge Encyclopedia of Astronomy. C'est en fait l'onde radio du tout premier pulsar CP 1919 découvert. Mais dis donc, professeur Lanotte, c'est quoi un pulsar? Très intéressant ce livre. Livre scientifique de grande qualité. Ah, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, professeur Lanotte. Je vais vous expliquer ça de suite. Un pulsar, c'est tout simple. C'est un objet astronomique produisant un signal périodique allant de l'ordre de la milliseconde à quelques dizaines de secondes. Ce serait une étoile à neutrons tournant très rapidement sur elle-même et émettant un fort rayonnement électromagnétique dans la direction de son axe magnétique, bien évidemment. Merci, professeur. Mais aucun souci, mon ami, n'hésitez pas. Mais revenons à notre histoire. Le schéma trouve son origine dans une thèse de doctorat de septembre 1970, celle de Harold D. Kraft Jr. Ce dernier était doctorant et effectuait des mesures à l'observatoire d'Arecibo à Puerto Rico. En effet, en 1967, l'astrophysicienne Jocelyn Bell de Cambridge, d'ailleurs snobée par le Nobel, et on se demande pourquoi. La secrétaire de qui alors? Bref, venait de découvrir le tout premier pulsar. Kraft Jr. s'est donc mis à effectuer des mesures sur cet objet et à les retranscrire visuellement à l'aide d'un ordinateur. Il explique: j'ai écrit un programme qui faisait que plutôt que les représenter de manière verticale, il les déformait selon un léger angle de façon à ce que vous ayez l'impression de regarder un paysage de collines. Ce qui était esthétiquement intéressant et plaisant, mais d'un autre côté rendait aussi l'ensemble de la chose plus confus. Quelques années plus tard, Sumner présente l'image à Peter Saville, habitué à concevoir des affiches pour le Factory de Manchester. L'image d'origine de la thèse présente des petites montagnes, des ondes blanches délimitées par des traits noirs. Saville décide d'inverser les champs chromatiques. La pochette devient ainsi noire et les montagnes deviennent blanches dans une taille réduite. Saville explique que le noir était juste plus sexy car il représentait un signal dans l'espace. L'esthétique donne une impression de mystère. Il n'y figure aucun titre, ni celui de l'album, ni celui du groupe, ni aucun nom de morceau au dos. Juste une image mystérieuse à l'intérieur, une main ouvrant une porte. D'ailleurs, la photographie a été prise par Rob Gibson. On parlera de culte sans nom. Et Saville explique dans une interview: avoir le titre sur la pochette semblait juste superflu. J'ai demandé à Rob Gritton, le manager du groupe, et de lui à moi, il nous semblait que ça n'était pas cool de le mettre. C'était l'époque post-punk et nous étions contre la célébrité pompeuse. Ce groupe ne voulait pas devenir des pop stars. Et Kraft Jr. dans tout ça. Un jour, alors qu'il croise un de ses collègues astronomes dans la rue, ce dernier lui dit: au fait, tu sais que ton image est sur la pochette d'un disque de Joy Division? C'est pas vrai. Ce qu'il ne savait pas du tout. Kraft Jr. s'empressera d'acheter un exemplaire. C'est quand même la classe. Pour information, l'album aura le droit à sa réédition en double album CD en 2007. Et le deuxième CD comprend l'enregistrement du concert au Factory de Manchester. Hidden Pressures est donc un album culte, pièce maîtresse du post-punk et bien plus encore. On ne compte plus le nombre de reprises, d'hommages faits autour de cette œuvre, sans parler de cette pochette tout aussi, voire encore plus culte que le groupe lui-même, à écouter de toute urgence. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai laissé une petite liste bibliographique dans les descriptions juste en dessous. Sur ce, je vous dis à la prochaine.
et bonne écoute. Bon, faudra quand même que j'explique à Bernard que je ne vais pas me taper toutes les émissions avec lui. En plus, il est un peu relou. Puis bon, elle est belle cette casquette.